Alors de quoi est le symptôme cette semaine de violence à Dijon? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités. Michel Auboin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien préfet, spécialiste notamment des questions de banlieue et auteur du livre 40 ans dans les cités. On voit ce livre aux éditions de Cité de la Presse. Et avec vous, à vos côtés, Driss Ait Youssef, bonjour, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président de l'Institut Léonard de Vinci. D'abord, commençons par Dijon, par ce qui vient de se passer à Dijon. Je pensais à Strasbourg parce qu'il y a eu par le passé des affrontements, des violences avec les communautés tchétchènes à Strasbourg. D'ailleurs, peut-être ces premiers renseignements, ce qui se passe à Dijon-là n'est pas inédit pour vous? Non, c'est pas inédit du tout et j'en avais effectivement parlé. En 2017, on a eu des affrontements dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg entre la communauté tchétchène et puis d'autres habitants de Haute-Pierre, que je qualifie pas parce que tout le monde ne fait pas communauté d'une certaine façon, mais ces affrontements avaient été assez violents, et mais en même temps c'est passé inaperçu parce que c'est à l'intérieur du quartier, et malheureusement ce qui se passe à l'intérieur des quartiers, on n'en parle pas beaucoup. Quand on a eu ensuite un autre événement de cette nature au quartier de l'Ariane à Nice, à peu près dans les mêmes conditions, et puis là, ce qui se passe aujourd'hui à Dijon, évidemment, ça surprend beaucoup plus parce qu'on n'est pas dans le quartier, mais on est à l'extérieur, c'est-à-dire dans le centre-ville. Driss, sur Dijon, quelle est l'hypothèse aujourd'hui privilégiée? On a parlé de guerre de territoire, on a parlé de trafic de drogue, il y a encore pas mal de questions en suspens. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise, là, avec un peu de recul, de ce qui s'est passé? Non, et c'est bien ça la difficulté, d'ailleurs, comme à Nice, où on a eu des événements également récents qui impliquaient aussi la communauté tchétchène contre des habitants, et on ne sait pas bien s'il s'agit d'actes de représailles, c'est-à-dire de vengeance après l'agression d'un membre de la communauté, où on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire de restructuration du territoire, quand on sait qu'il y a des communautés qui vivent à côté et dont une certaine partie vivent un peu du commerce un peu illicite, du trafic de stupéfiants. Donc l'enquête dira si on est juste sur un règlement de compte, une vengeance, ou alors si on est sur quelque chose de beaucoup plus structurel. Monsieur le préfet, Nice, Strasbourg, vous l'avez dit, Dijon, le fond de toutes ces querelles, c'est quoi au départ? C'est beaucoup. Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, il y a un problème de territoire. Donc il y a des gens qui s'approprient ou qui se sont appropriés des territoires, d'ailleurs qui les défendent contre toute intrusion extérieure, la police en particulier, mais aussi n'importe qui viendrait dans leur territoire serait considéré comme un ennemi. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, là pour le coup, chez les Tchétchènes, et ça viendra avec d'autres communautés ensuite sans doute, c'est la vengeance. C'est-à-dire que vous attaquez un membre de la communauté se défend. Et la communauté ne fait pas confiance aux institutions publiques, et donc elle utilise un système qu'on a banni dans notre société depuis le Moyen-Âge, qui est la vengeance privée. On parle de territoire, on va aussi s'interroger sur ce thème parce que dans une république, ça peut poser question. Mais peut-être une question avant sur l'effet confinement-déconfinement. Est-ce que ces territoires, comme on dit entre guillemets, ont été remis en question pendant ces quasiment 3 mois de confinement et sont donc aujourd'hui un enjeu où il faut reconquérir? Est-ce qu'il y a un effet confinement? On entend plusieurs voix nous dire il faut se préoccuper de ce qui se passe en ce moment parce que le confinement a des conséquences. Le confinement, ce n'est que, j'ai envie de dire, une cause dont la conséquence est finalement la précarité. C'est-à-dire que quand vous êtes en déconfinement, c'est-à-dire en situation globalement normale, vous avez beaucoup de jeunes issus de ces territoires qui ont des petits boulots. Livreurs, chauffeurs, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est à la fois alimentaire, mais également occupationnel. Et lorsque vous êtes en situation de confinement, c'est-à-dire que vous réduisez au maximum l'activité économique, eh ben, vous avez des individus qui n'ont rien d'autre à faire que de rester en bas de l'immeuble. Et donc, quelquefois, ça génère à la fois de la promiscuité, ça génère des dynamiques qui sont des dynamiques négatives. Et pour moi, c'est mon analyse, mais elle est personnelle. En fait, quand on parle de confinement, on parle aussi de précarité, de difficulté dans ces territoires. Michel Auboin, hier, le procureur de la République de Dijon disait qu'il faut renforcer la politique pénale sur les trafics, la détention d'armes, trafic de stupéfiants, les deux étant liés. Stup, armes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça c'est complètement évident. C'est-à-dire que les armes ont été introduites dans les quartiers parce que le trafic de drogue y était déjà implanté. Donc ça c'est vraiment... Pour se défendre.
Pour défendre le territoire. À l'origine, c'est pas vraiment pour se défendre, plutôt pour montrer ses muscles d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui étaient exposées, si je peux dire, qui n'étaient pas utilisées. Ce qui a changé il y a quelques années, c'est les règlements de compte, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser des armes, on a fini par apprendre à s'en servir, et donc quand on s'en sert, on comprend quel est le pouvoir que donnent ces armes. Et donc on le voit dans des règlements de compte. Ça a commencé avec les cités nord de Corbeil, mais en fait aujourd'hui c'est dans toute la France qu'on a aujourd'hui l'utilisation d'armes. C'est d'ailleurs un vrai problème pour la police. Enfin, je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, mais ça veut dire qu'en face de nous aujourd'hui, en face de nous, pardon, des policiers, en face des policiers, en face des policiers et des gendarmes, nous trouvons des gens qui sont armés et qui sont capables, on l'a vu d'ailleurs dans les images à Dijon, d'exhiber leurs armes, mais qui sont aussi capables, quoi qu'on en pense, de les utiliser. Et on est passé aujourd'hui à un niveau d'armement qui est quand même extrêmement inquiétant, parce qu'on a des armes de guerre, on a des kalachnikovs, etc. Donc ça, c'est vraiment le trafic de drogue et les autres trafics d'ailleurs, cette idée que chacun a son territoire, parce que le territoire c'est le territoire du business aussi, c'est le territoire qu'on défend parce que on tient le lieu de la vente des produits et qu'on n'a pas envie d'être dérangé, y compris par des bandes adverses. C'est finalement pas uniquement lié à l'extérieur. Et avec, donc, selon vous, un effet confinement, c'est la question que je posais à Driss à l'instant. Il y a ce désœuvrement, il y a le fait qu'il y a effectivement des populations qui ont été encore plus précarisées par ce confinement, par cette épidémie. Est-ce qu'il s'y rajoute pour vous une dominante de guerre de territoire ? Un peu, mais pas trop, parce qu'en fait, la guerre des territoires, elle existe déjà depuis longtemps. Donc, moi, le confinement, ce que j'ai observé en tout cas, c'est que pendant le confinement, effectivement, les trafics étaient rendus beaucoup plus difficiles. Alors, des gens ont écrit après moi d'ailleurs que j'avais tort et que le trafic de drogue se poursuivait. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai observé. Et quand je dis moi, y compris les contacts que j'ai, c'est vrai que les approvisionnements étaient plus compliqués et globalement, les consommateurs se présentaient moins dans les cités. Donc, il y a quand même eu moins de trafic. Par contre, les jeunes. Quand je parle de jeunes, les jeunes sont sortis des immeubles assez vite parce que être confinés dans des appartements, dans des appartements où ils n'ont pas l'habitude d'être, il faut dire les choses clairement, ça a été compliqué pour eux. Donc on les a trouvés assez facilement en bande au pied de l'immeuble, mais dans un espace qui était assez isolé du reste de la ville. Donc le confinement a eu des conséquences. Est-ce que ça a eu des conséquences en termes de paupérisation ? Oui. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que là l'activité reprend. Parce que dès lors que c'est déconfiné, que tout le monde peut circuler, l'activité va repartir. Driss, sur ce mot de territoire, ça peut être inquiétant quand on le dit comme ça, ça l'est probablement d'ailleurs. Il y a aujourd'hui cette notion de certains de détenir des territoires, de remettre en cause la République en étant dans des territoires à part. Oui, là ce qui est difficile à appréhender dans le cas de Dijon, même à accepter, c'est-à-dire que lorsqu'il y a effectivement un certain nombre de territoires, comme l'a dit très justement Dominique, défendus par des bandes qui effectivement refoulent, que ce soit une autre communauté qui viendrait régler ses comptes ou même la force publique qui viendrait y appliquer les lois de la République, on a une situation particulière dans le sens où maintenant la paix, elle se fait dans ce territoire, où elle ne se fait plus au tribunal. Et on a vu la communauté tchétchène essayer d'organiser la conciliation par elle-même. Exactement, dans un lieu de culte, alors même que ce lieu de culte est un lieu dédié à la communauté musulmane qui vient s'y recueillir et prier, et on ne peut pas accepter que dans une république, il y a une paix qui s'organise dans un lieu qui n'est pas un lieu approprié. Et donc c'est aussi une responsabilité qui est renvoyée dans le camp du politique et dans le camp de l'administration qui doit mettre en œuvre la force publique pour faire respecter la loi. Et toute la difficulté aujourd'hui, ça va être évidemment d'appréhender ce sujet un peu à la lumière, un peu de l'évolution, en tout cas de la dynamique dans ces territoires. C'est pas une chose très simple, parce que si vous voulez, quand le politique renvoie la responsabilité sur la question du renseignement, en disant on a une faille du renseignement, il contribue à affaiblir. Ce qui est en jeu, c'est le retour de l'état de droit à l'état nature. Qu'est-ce qui a fondé finalement le passage de l'état de nature à l'état de droit ? Finalement, le désir infini, l'homme est à l'eau pour l'homme, on se crée finalement en communauté pour se défendre et pour aller spolier l'autre communauté. Et le basculement à l'état de droit, c'est abandonner son petit bout de pouvoir, celui de se faire justice soi-même et de le confier à quelqu'un qui va assurer la sécurité de tous.
Et ce qui est en cause aujourd'hui, c'est évidemment ce fondamental, qu'est l'état de droit. C'est un vrai sujet pour la République. Driss, question à tous les deux. Finalement, ça n'est pas le politique, qui a réglé le problème, c'est le religieux. C'est un imam qui est venu de communautés musulmanes, des Tchétchènes, des Maghrébins, et c'est un imam qui a réglé le problème. C'est étrange, ça. C'est extrêmement grave. Moi, je pense qu'on a franchi un seuil qui est beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine, parce que en fait, l'Église, la religion, n'a jamais arbitré de conflit civil depuis. J'ai interrogé un médiéviste depuis plus de 1000 ans en France. C'est-à-dire que on a quand même retiré au pouvoir religieux le droit de juger des litiges privés au Moyen-Âge. Et on l'a remplacé par la justice civile ou la justice judiciaire. Bon, là, on est revenu d'une certaine façon 1000 ans en arrière, puisque les institutions publiques, en général, quand vous avez un conflit quelque part, à un moment ou à un autre, les deux parties se retrouvent autour d'une table, et la table, elle est à la préfecture ou dans le bureau du maire. Alors, c'est toujours une autorité civile qui arbitre. Là, l'arbitrage se fait dans une mosquée. Les Tchétchènes, qui, ceci dit, en passant de nationalité, sont français, mais d'origine russe, puisque vous savez que la nationalité tchétchène n'existe pas. Hein. Mais ces Tchétchènes fréquentent des mosquées tchétchènes qui sont distinctes des mosquées marocaines ou algériennes que fréquentent les Maghrébins. En général, il n'y a pas de... Enfin, ils ne se rencontrent pas à la mosquée, et d'ailleurs, ils ne pratiquent pas tout à fait le même type d'islam. Ils ont trouvé une occasion de se rencontrer à Dijon, dans une mosquée qui n'appartient d'ailleurs, si je pense, ni à une communauté ni à l'autre. Terrain neutre, entre guillemets. Une sorte de terrain neutre. Et l'arbitrage s'est fait à cet endroit. Je trouve ça, pour la République laïque, extrêmement grave. Moi, je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs, ce qui veut dire finalement, au-delà de la liberté de croyance, l'impossibilité, j'ai envie de dire, pour n'importe quel culte, de s'immiscer dans des affaires publiques. La difficulté, c'est qu'elle est politique, et puis elle est aussi administrative. Elle est politique parce que j'ai entendu le maire de Dijon dire que finalement il y avait une faille parce que les renseignements n'ont pas su à un moment donné détecter. On s'interroge, juste pour recontextualiser, que cette opération commando des Tchétchènes pour venir régler leurs comptes n'ait pas été vue en avance, désamorcée ou anticipée par les forces de l'ordre. Même si c'est un peu plus compliqué que ça parce que les renseignements avaient vent d'une descente mais n'avait pas de date. En l'occurrence, le maire sait qu'il y a eu des troubles et qu'il lui appartenait en tant que maire de la commune d'essayer d'engager des actions de médiation en direction de ces jeunes pour faire en sorte que ça s'arrête. Ensuite, vous avez un ministre de l'Intérieur qui ne joue pas son rôle de ministre des cultes. C'est-à-dire que si ministre de l'Intérieur, il doit convoquer l'imam, il est ministre des cultes pour lui demander de ne pas rentrer, de ne pas s'immiscer dans des affaires de la République et d'ordre républicain. Et ça, c'est une faille. J'ai lu son interview ce matin et manifestement, il est passé à côté de ce sujet, qui est un sujet extrêmement important. La loi, la République, elle ne peut pas être confiée à une autre autorité que l'autorité suprême, qui est l'autorité de la République. On va peut-être préciser que Éric Maté, le procureur de la République, disait hier, s'il y a eu ce retard, c'est parce que les premiers faits de violence, c'est-à-dire l'attaque du jeune tchétchène par des jeunes de la communauté maghrébine, n'a pas été dénoncé tout de suite. Donc ça fait 24 heures de retard. C'est peut-être une partie de la réponse. En tout cas, je vais vous poser une question aussi à tous les deux. On dit parfois, là on a des cités qui bougent, on dit parfois que dans certaines cités ça ne bouge pas. Il y a des cités qui sont très tranquilles. Mais que ça n'est pas plus rassurant pour autant, parce que ça veut dire que si ces cités ne bougent pas, on dit ça parfois, mais est-ce que c'est vrai? Si ces cités ne bougent pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des vendeurs de drogue, des gens qui font des trafics, et qui ont tout intérêt à ce que ça ne bouge pas, et qui tiennent la cité eux-mêmes pour éviter que la police vienne fourrer son nez dans leurs affaires. C'est vrai ou non? Alors, il n'y a qu'un seul contre-exemple, il n'y a qu'un seul exemple qui correspond à ça, de mon point de vue, c'est les cités nord de Marseille, où effectivement il y a très peu d'émeutes collectives et il y a beaucoup de trafic. Donc partout ailleurs, en tout cas partout où je vais, c'est pas le cas. C'est-à-dire que même les endroits les plus criminogènes, j'ai travaillé pendant un an sur Grigny, j'ai rendu un rapport la Grande Borne, la Grande Borne en particulier, au gouvernement de l'époque, sur le sujet. C'est qu'un quartier où le trafic de cocaïne en particulier est très organisé, dans lequel personne n'entre, et pourtant régulièrement on peut avoir des manifestations de violence. Donc c'est vrai que si la police des dealers, si je puis dire, s'applique, on devrait pas en avoir.
C'est pas toujours aussi évident parce qu'il y a aussi des réactions très éruptives et pour le coup des plus jeunes pour une raison ou une autre, hein, y compris parce que quelqu'un a pénétré sur leur territoire sans leur demander l'autorisation. Justement, je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur cette question-là pour conclure ce plateau et se projeter un peu. On entend beaucoup de voix, il y a aussi beaucoup de politique qui se fait sur cette affaire de Dijon qui nous disent la situation dans les banlieues est plus inquiétante, en tout cas plus tendue qu'elle ne l'était il y a quelques mois, il y a quelques années. Est-ce on doit s'inquiéter des prochaines semaines et des prochains mois dans les banlieues, et notamment pour le désœuvrement et la précarité, peut-être qui s'y est renforcée avec le confinement? Moi, je pense que nous allons avoir quelques difficultés parce que on est d'abord parti sur un constat qui est faux. C'est de considérer que le ministre de l'Intérieur, à lui seul, il pouvait régler cette question de la crise, de la difficulté de maintien de l'ordre dans les banlieues, ce qui est manifestement faux et archi faux. C'est comme la question du terrorisme. On a, dans un certain nombre de territoires, un taux de décrochage qui est extrêmement élevé. Le désœuvrement lié effectivement au chômage qui est important, à la promiscuité, tous ces sujets sont des sujets qui d'apparence ne sont pas des sujets d'ordre et de sécurité publique dans la mesure où ils ne concernent pas les policiers dans l'immédiat, mais ça génère des actes de délinquance. Ça génère des actes de délinquance et de repli sur soi qui posent à terme une difficulté pour l'ordre et la sécurité publique. Donc si on ne s'attaque pas aux causes qui vont produire demain effectivement de cette délinquance, à ce moment-là, on va encore espérer de la police et de la gendarmerie que ces deux institutions qui font le maximum au quotidien puissent à la fois gérer le terrorisme dans notre pays, les actes de délinquance et le maintien d'ordre dans les territoires, ce qui n'est évidemment pas possible. Sur la suite, votre regard en quelques mots? Moi, j'observe ces quartiers depuis très longtemps et j'ai vécu en première ligne les émeutes de 2005 dans l'Essonne. Donc je suis pas sûr d'une dégradation dans la violence. Par contre, ce que j'observe de façon assez évidente, c'est que les espaces se spécialisent de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la communautarisation des espaces. Les populations originaires des différents pays, des différentes ethnies, etc., se regroupent de plus en plus dans les mêmes quartiers. Ce qui structure beaucoup les quartiers, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez révélateur ce qui s'est passé à Dijon, c'est beaucoup la mosquée. Et donc, les mosquées en France appartiennent toujours, presque toujours en tout cas, à des communautés d'origine. Donc, vous avez le quartier pakistanais avec sa mosquée, le quartier, et dans une ville comme Creil, par exemple, vous avez 12 mosquées. Donc, le territoire s'est complètement désagrégé, si je puis dire. Une fois que la mosquée devient comme l'église dans le village auparavant, autour, le phénomène se communautarise parce que les gens sont content de retrouver un lieu qui ressemble beaucoup au pays, qui ressemble beaucoup pour eux d'ailleurs, hein, parce qu'en fait ça ressemble pas du tout, mais qui ressemble beaucoup pour eux au pays qu'ils ont quitté, ou que leurs parents ont quitté, ou que leurs grands-parents ont quitté parfois. Et donc ils recréent une vie en autonomie complète. Et donc, on l'a compris, il y aura encore des choses à dire sur ce sujet qui est global, comme le disait Driss à l'instant. Merci Michel Auboin, merci Saïd Youssef d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette toute dernière information, celle de la police britannique, puisqu'il faut désormais parler d'attaques terroristes au couteau hier soir dans la banlieue de Londres, dans un parc de Reading, un peu après 19h, à l'heure où toutes les familles étaient réunies. 3 personnes sont décédées, 3 autres grièvement blessées. On vous en dit plus dans un instant. Et puis, on va revenir aussi sur l'histoire, peut-être la fin de l'histoire de la semaine. Ce visage, celui de la petite Maddy, vous le connaissez forcément. La police allemande assure détenir désormais les preuves que la fillette est décédée. La fin d'un long calvaire pour ses parents qui avaient un temps été accusés eux-mêmes d'avoir enlevé et tué leur fillette. On revient sur ces deux affaires dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, le calvaire des parents de la petite Maddy va-t-il vraiment prendre fin? 13 ans qu'ils étaient dans l'attente, accusés un temps d'être eux-mêmes à l'origine de la disparition de leur fillette. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne la reverront pas. La police allemande assure détenir les preuves qu'elle est décédée. Alors, que s'est-il passé? Est-ce la fin de l'histoire? Les réponses, ce sera dans un instant. Mais d'abord, on va revenir évidemment sur cette toute dernière information, puisque la police britannique l'a confirmé. Il faut désormais parler d'attaque
terroriste après l'attaque au couteau qui a eu lieu hier soir près de Londres, à 60 km de Londres, dans un parc de Reading, un parc peu avant 19h où les familles étaient réunies. Un homme a surgi avec un couteau. 3 personnes sont mortes, 3 personnes blessées. On va revenir avec Guillaume Fard, notre consultant sécurité intérieure, avec Dominique dans un instant sur cette affaire pour vous donner les toutes dernières informations. Mais d'abord, les récits des faits avec David Dunal. Les enquêteurs, aidés par la police antiterroriste, ont mené les investigations toute la nuit. C'est à la mi-journée que les premières conclusions ont été annoncées. Ce matin et à l'issue des investigations menées toute la nuit, je peux formellement confirmer que l'acte est considéré comme un acte terroriste. Hier soir, le suspect, un homme de 25 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre. Il est toujours en garde à vue. Un peu plus tôt, autour de 19h heure locale, plusieurs personnes ont été poignardées alors qu'elles se trouvaient dans un parc de la ville. 3 personnes sont décédées, 3 autres sont gravement blessées. Les premiers témoins de l'attaque avaient décrit un homme seul, armé d'un couteau. Une personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allé vers un groupe d'une dizaine de personnes. Quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc. C'est la police antiterroriste qui va maintenant reprendre l'enquête. Le Royaume-Uni a connu 2 autres attaques qualifiées de terroristes ces derniers mois. Toutes 2 avaient été perpétrées à Londres. Et pour aller plus loin, Guillaume Fard, notre consultant sécurité intérieure. Bonjour Guillaume, Bonjour, merci d'être avec nous dans l'affaire suivante. Évidemment, cette toute dernière information change la donne. Il s'agit donc bien d'une attaque terroriste qui s'est produite près de Londres hier. D'abord, que sait-on de l'individu qui a donc été entendu et qui a été arrêté hier et entendu tout au long de la nuit par la police britannique? Ce qu'en dit la presse britannique, c'est qu'il est âgé de 25 ans, il serait d'origine libyenne et hier, en fin d'après-midi, aux environs de 19h heure de Londres, il aurait poignardé aléatoirement des personnes dans un parc à Reading en proférant des propos assez inintelligibles, c'est comme ça en tout cas, qui sont caractérisés par les témoins oculaires de la scène. Il s'agit maintenant de comprendre ses motivations, mais on voit bien que l'enquête progresse, puisque maintenant la piste terroriste, après avoir un temps été, alors pas écartée, mais en tout cas pas privilégiée, dorénavant elle est privilégiée et c'est la piste principale. Pourquoi justement? Comment on est passé d'une piste qui n'était pas privilégiée jusqu'à ce matin à une piste qui, à 12h30, nous dit-on, est désormais plus une piste, mais un fait, c'est une attaque terroriste? D'abord, concernant les hypothèses, il y en avait pas non plus des dizaines. Soit vous êtes face à quelqu'un qui souffre de troubles psychiques, donc il y a la piste du déséquilibre, soit vous êtes sur une piste qui est une piste criminelle, mais les victimes étaient frappées aléatoirement, donc ça plaide pas pour de la criminalité ou de la criminalité crapuleuse. Et puis enfin, la piste terroriste, parce que l'attaque au couteau est un mode opératoire tristement connu, notamment en Grande-Bretagne, avec des faits récents. Les enquêteurs britanniques, ils ont arrêté cette personne suspecte, donc probablement qu'ils ont son identité, ils l'ont fait parler, ils l'ont interrogé sur ses motivations. Ayant son identité, peuvent aussi interroger ses antécédents. Donc s'il est connu des services de police, s'il a déjà fait de la prison, s'il est fiché, s'il est connu d'un service de renseignement, tout ça, bien évidemment, ça peut donner une orientation à l'enquête et donc permettre de privilégier cette piste terroriste. Le couteau, arme facile, Guillaume. En Angleterre, en France, on l'a vu à la préfecture de police de Paris. Est-ce qu'en France, il peut se passer des choses comme ça à nouveau? Est-ce que ça pourrait donner des idées? Sur le couteau, d'abord, il faut dire qu'en Grande-Bretagne, vous savez, Dominique, la législation sur les armes, notamment les armes à feu, est particulièrement restrictive. Donc se procurer une arme à feu, en Grande-Bretagne, c'est très difficile, probablement plus difficile qu'en France. En tout cas, si on regarde toute l'histoire des attentats terroristes récents en Grande-Bretagne depuis 2017, à l'exception peut-être de l'attentat de 2017 au concert d'Ariana Grande à Manchester où il y avait eu un recours à l'explosif, le couteau est l'arme privilégiée de la quasi-totalité des attaques dont ont été victimes les Britanniques sur le plan du terrorisme. Maintenant, pour ce qui est de la France, puisque c'était votre question, effectivement, on retrouve ce mode opératoire-là régulièrement parce que c'est une arme facile à se procurer. Le dernier cas, c'était à Romans-sur-Isère en plein confinement le 4 avril dernier. On l'a presque oublié, mais il y a eu 2 morts tout de même et 5 blessés. On imagine, et on le sait, il y a eu, c'est pas on l'imagine, il y a eu des perquisitions dans la nuit. Comment a travaillé la police? Quand c'est comme ça, on regarde les ordinateurs, on retrace le téléphone? D'abord, vous allez interroger les témoins oculaires. Certains se sont d'ailleurs exprimés dans la presse britannique. Vous regardez aussi les images qui ont pu être captées par ces témoins, notamment avec leur téléphone portable. La police britannique a d'ailleurs demandé à ce que ces images ne soient pas diffusées sur les réseaux sociaux. Elle l'a expressément demandé. Elle préfère les examiner aussi elle-même. Et puis, si il y a de la vidéoprotection à Reading, dans le parc, bien évidemment, les images seront analysées. Enfin, il y a les perquisitions
interrogations, les auditions des proches. Et effectivement, lors des perquisitions au domicile, on peut saisir du matériel informatique. Est-ce que l'auteur était porteur d'un téléphone portable? Ça, on ne le sait pas. S'il l'était, en tout cas, bien évidemment qu'on va étudier le contenu du téléphone, mais aussi le bornage pour voir quel a été le parcours qu'il a emprunté avant de se rendre sur les lieux de l'attaque. Est-ce qu'il y avait en Grande-Bretagne un état de menace plus important que là, qu'il y a quelques semaines, quelques mois? Alors, la Grande-Bretagne, comme la France d'ailleurs, a un niveau d'alerte terroriste. Alors, en Grande-Bretagne, il y a 5 niveaux. Donc, ça va du niveau 1 au niveau 5, le niveau 5 étant le niveau critique. Le niveau critique, les Anglais l'avaient atteint en 2017, puisque l'année 2017 avait été une année noire, avec l'attentat de Westminster, l'attentat de Manchester lors du concert d'Ariana Grande, l'attaque de Borough Market, enfin, plusieurs attaques qui avaient fait que la Grande-Bretagne était montée à ce niveau 5. Depuis novembre 2019, la Grande-Bretagne était au niveau 3. Et d'ailleurs, l'attaque du 29 novembre 2019, comme celle du 2 février 2020, n'ont pas entraîné le rehaussement de ce niveau. Donc la Grande-Bretagne est toujours à ce niveau 3. Et donc la menace est considérée comme substantielle. Merci beaucoup Guillaume Fard pour toutes ces explications. On attend évidemment aussi des explications de la police britannique qui pourraient s'exprimer évidemment dans les prochaines heures. Ce sera à suivre sur BFM TV. Pour l'instant, dans l'affaire suivante, on passe à l'histoire de la semaine. Depuis 13 ans, ils n'ont jamais rien lâché. Depuis 13 ans, ils ont dû survivre à la disparition de leur fillette, endurer même les accusations, supporter les aléas aussi d'une police défaillante. Kate et Jerry McCann vont peut-être enfin pouvoir tourner une page. La police allemande assure cette semaine avoir les preuves que la petite Maddie est décédée, tuée probablement, peut-être, par un pédophile allemand de 43 ans. Ce serait la fin d'un long calvaire. On va y revenir avec nos invités, avec notre correspondante à Londres, avec notre correspondante en Allemagne, avec Timothée Boutry, journaliste qui suit cette affaire depuis le début. Mais d'abord, les toutes dernières informations avec Elisa Tindin et Émeric Baron. Son visage hante les polices européennes depuis 13 ans. Madeleine McCann, dite Maddie, s'apprêtait à fêter ses 4 ans lorsqu'elle a disparu. La petite fille, de nationalité britannique, était en vacances au Portugal avec ses parents. La famille réside dans un complexe hôtelier à Praia da Luz. Le soir du 3 mai 2007, ils couchent Maddie et leurs 2 autres enfants avant d'aller dîner avec des amis dans un restaurant de l'établissement. Vers 22h, alors que la maman va vérifier que ses enfants dorment, elle trouve le lit de Maddie vide. La fenêtre et les volets sont ouverts. Si nous avions pensé une seconde que cela comportait un risque, ça ne serait pas arrivé. Je pense que cela indique à quel point nous nous sentions en sécurité. La piste de l'enlèvement est rapidement privilégiée. Des témoins disent avoir aperçu un homme avec dans ses bras une fillette en pyjama dont le signalement correspond à Maddie. Ces informations ne donnent pourtant rien. L'enquête piétine pendant plus d'1 an. Les parents de la fillette sont mis en examen puis finalement blanchis. En 2008, la police portugaise classe l'affaire, avant de rouvrir le dossier 5 ans plus tard. La police britannique, elle, enquête de son côté. Des dizaines de pistes sont explorées, des centaines d'interrogatoires sont menés. 13 ans plus tard, en juin 2020, un nouveau suspect émerge. La police allemande a indiqué détenir de nombreux éléments orientant l'enquête vers un homme de 43 ans, pédocriminel récidiviste. Et on va aller plus loin avec notre invité et nos correspondants. Je vous le disais, à Londres et en Allemagne. Timothée Boutry, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service des informations générales aux Parisiens. Vous connaissez très bien cette affaire. Vous étiez à Praia da Luz cette semaine, aussi encore pour couvrir ces derniers rebondissements. Vous y étiez déjà allé par le passé. D'abord, il y a un élément qui est peut-être encore troublant, c'est la police allemande qui dit on a les preuves que la petite Maddie est décédée, mais c'est le flou encore sur ces preuves. Pourquoi, d'après vous, et quelles pourraient être ces preuves? On a un peu de mal à comprendre la stratégie de communication du parquet allemand. Effectivement, ça a pris tout le monde de surprise. On ne s'attendait pas, personne n'attendait à avoir des révélations sur Maddie. L'affaire traînait depuis longtemps. Et puis, d'un seul coup, on a cette communication, un appel à témoins, on a un suspect, et quelques jours plus tard, maintenant, on a des preuves, mais on ne les dévoile pas. Alors, c'est assez curieux. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour préserver l'enquête et essayer d'obtenir quelque chose de décisif, parce que même les Allemands reconnaissent, pour nous c'est vraiment le suspect principal, on a des preuves, mais pas suffisamment sans doute pour le traduire devant une cour, un tribunal. On n'a pas de corps, ça aussi ils le reconnaissent, donc
Pas d'aveu. C'est assez surprenant. Pas d'aveu. Pas d'aveu. Non, mais Ça pourrait être quoi, Timothée, ces preuves? Si on anticipe, ça pourrait être quoi? Je sais pas, moi, des images. Des images. La presse allemande dit qu'on a retrouvé une clé USB avec nombreux fichiers pédocriminels. Il parle également de maillots de bain d'enfants. Après, il y a beaucoup de témoignages. Alors en fait, on va en reparler sans doute, mais il a un passé, il a un profil, il était présent. Il y a une succession de choses. Mais moi, je ne sais pas quelles sont les preuves. Et je suis quand même assez étonné de cette communication. Et je me mets à la place des parents de Madi, c'est quand même extrêmement douloureux aussi pour eux. Eux savent peut-être, puisque les autorités allemandes les ont prévenus. Alors on dit voilà, vous ne reverrez plus votre fille. Alors justement, il y a un problème de communication, je crois. Vous posiez la bonne question, il y a ce principal suspect qui est au cœur de cette affaire. On va retrouver Violette Bodbach, qui est la correspondante de BFM TV en Allemagne. Violette, cet homme, effectivement, il est bien connu en Allemagne et il a déjà un lourd passé judiciaire. Oui, la première fois que Christian B. a affaire à la justice, c'est en 1994. Il est encore mineur et il est condamné pour agression sexuelle sur une petite fille. Suivront 16 autres condamnations pour cambriolage, pour trafic de drogue, mais surtout pour viol, notamment sur des enfants. Il est d'ailleurs actuellement en prison dans le nord de l'Allemagne. Alors ce pédophile multirécidiviste, la police allemande le décrit, je cite, comme un psychopathe, un narcissique manipulateur. Des personnes qui l'ont connu, qui ont témoigné dans la presse allemande, disent qu'il pouvait se montrer charmant au premier abord, puis être agressif, voire violent. Alors quand il n'est pas en prison, Christian B. vit entre l'Allemagne, donc son pays natal, et le Portugal. Il vit là-bas de petits jobs, de petits boulots dans la restauration. Au Portugal, il s'est installé dans la région touristique de l'Algarve, plus précisément tout près de Praia da Luz, là où la petite Madi a justement disparu en 2007. Violette, vous restez avec nous. Timothée Boutry, comment est-on remonté à cet homme ? Sans doute par la diffusion d'un reportage en fait sur l'affaire Madi, parce qu'il y a eu nombreux documentaires qui ont été faits, et lors de la diffusion d'un documentaire en 2013, les parents ont participé, c'était en Allemagne, et un homme a dit oui mais ça pourrait être cet homme-là, il a fait des confessions, il a dit mais moi je sais tout sur cette affaire, donc on a commencé à travailler sur lui, et je pense que les Allemands le connaissaient puisqu'il a un passé judiciaire et notamment pour des affaires d'agression sexuelle sur mineurs, et on s'est rendu compte qu'il était présent au Portugal, donc tout ça va être détaillé, et donc ça part vraisemblablement de ça en fait, de la diffusion d'un reportage et d'un proche qui reçoit des confessions, c'est un bien grand mot, mais enfin des éléments troublants de la part de cet homme. Vous avez raison de préciser qu'il était présent au moment des faits, ça on le savait, et en 2013, Violette Bodbach, on vous retrouve, il avait même été entendu à l'époque. Oui, il avait été entendu comme témoin, mais ça n'était pas allé plus loin. Pourquoi ? Eh bien, parce que peu avant, les parents, effectivement, de la petite Madi avaient participé à une émission de télévision allemande très regardée, une émission qui lance des appels à témoins sur des affaires criminelles. Les parents avaient présenté des portraits robots de suspects potentiels. Dans la foulée, la police avait recueilli 500 témoignages. Et parmi toutes ces personnes qui ont contacté la police, eh bien, il y avait un ancien collègue de Christian B., un ancien collègue de travail qui pensait bien avoir reconnu cet homme. Cette convocation de 2013, eh bien, elle n'aboutit à rien car la police dit qu'elle n'avait pas assez de preuves à l'époque pour confondre le suspect, mais elle fait aussi polémique désormais en Allemagne parce qu'à l'époque, eh bien, la police avait informé Christian B. qu'il était suspecté du meurtre, et donc elle lui avait aussi donné ainsi la possibilité peut-être de faire disparaître des preuves compromettantes. Merci beaucoup Violette pour toutes ces précisions. Et effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un raté, là, en 2013, au moment où il est entendu ? Manifestement, oui, c'est les informations du Spiegel, je crois, qui indiquent qu'il y a eu cette convocation avec précisément l'objet de la convocation. Donc effectivement, si on se place dans la perspective qu'il est le suspect, voire l'auteur de cet acte criminel, effectivement, ça pose question, et on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, même si les Allemands, dans leur hypothèse, le décès est assez rapide après l'enlèvement, mais si c'est passé 6 années, est-ce qu'il y avait encore des preuves, est-ce qu'il s'en est débarrassé ? C'est assez gênant, effectivement. Les errements de la justice dans cette affaire, ils sont nombreux. Marion Lourd, on vous retrouve, vous êtes la correspondante de BFM TV à Londres.
Violette Bonba parlait à l'instant des parents de Mady qui ont tout fait, tout donné dans cette affaire pour savoir la vérité. Comment réagissent-ils ces dernières heures à ce qui est en train de se passer ? Bon, en fait, ils ont réagi en deux temps, un peu à l'image de cette actualité liée au nouveau suspect Christian B. Dans un premier temps, vous vous rappelez, début juin, quand on annonce donc que Christian B est désormais le suspect principal, eh bien, ils postent sur leur site internet un communiqué pour remercier les enquêteurs britanniques qui lancent un nouvel appel à témoins, pour remercier aussi le public et pour dire qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils veulent continuer à retrouver leur petite fille vivante. Vous savez qu'aujourd'hui, elle aurait 17 ans, hein, la petite Mady, elle ne serait plus si petite que ça en réalité. Et dans un deuxième temps, effectivement, dans la journée, et puis même quelques jours plus tard, la presse commence à relayer ce que dirait la police allemande, c'est-à-dire que la petite fille serait morte, et la presse dit que les parents ont été informés de cela. Et là, ils postent un deuxième communiqué, ça c'était il y a 2 jours à peine, un communiqué pour dire qu'ils ont bien reçu une lettre, non pas du parquet, mais de la police criminelle allemande, et qui leur dit voilà, qui leur donne des informations, mais qui ne leur donne aucune preuve en réalité que leur petite fille est morte. Et là, ils dénoncent l'anxiété et les bouleversements que peuvent provoquer les histoires qui sont relayées dans la presse. Autrement dit, aujourd'hui, les parents de la petite Mady, ils ne perdent pas espoir, mais ils sont assez profondément bouleversés par ces rebonds multiples et ces nouvelles histoires qui apparaissent. Et ils disent aujourd'hui n'avoir aucune preuve matérielle que leur petite fille est morte. Philippe en parlait tout à l'heure en préambule, hein, les parents ont même été accusés, les parents de Mady à l'époque. Vous êtes allé faire cette enquête excellente là, au Portugal, et c'est d'ailleurs ce qui nous a incité à vous inviter. Merci d'être venu, parce que vous n'êtes pas facile à faire venir sur un plateau de télé. Mais moi, la question que je me pose quand même... J'avais été sur place au moment de l'accusation des parents, déjà. Ouais, c'est ça. La question que je me pose quand même, il y a un enquêteur portugais qui a travaillé sur cette histoire, qui a dit, selon moi, ce sont les parents, qui a écrit un livre après avoir quitté la police. Qu'en est-il de ce policier aujourd'hui ? Moi, je l'avais rencontré à l'époque, quand il avait sorti son livre Gonzalo Amaral. Il avait été traduit en français, donc il avait été venu à Paris. Et voilà, il expliquait sa conviction, qui était celle d'un accident domestique. Donc, selon lui, Mady était morte pendant que ses parents étaient en train de dîner avec leurs amis au bord de la piscine. Et pour maquiller ça, ils avaient inventé une idée de kidnapping et s'étaient ensuite débarrassés du corps. Alors, le point de départ, je dirais, il n'est pas médico-légal, il n'est pas technique, mais ce qui est vraiment très très prégnant au Portugal, je l'ai constaté à l'époque et je l'ai reconstaté là, c'est que... Il y a quelque chose que les Portugais ne comprennent absolument pas et n'acceptent pas, c'est le fait que les parents aient laissé leurs enfants seuls pour aller dîner. Et ça, vraiment, j'ai relu mes articles, je ne m'en souvenais pas, mais à l'époque, c'était vraiment très important. Et là encore, quand je suis revenu, on commence par ça, pour dire oui, mais on ne laisse pas ses enfants seuls. On pourrait être poursuivi pour ça. Donc, c'est le point de départ. Et à partir de là, alors, les policiers ont imaginé plusieurs hypothèses, notamment parce qu'à l'époque, on avait retrouvé des traces biologiques dans l'appartement de l'Ocean Club. On avait retrouvé des traces aussi infimes de sang dans la voiture de location que les parents de Mady avaient louée 2 semaines après la disparition. Donc, c'est ça qui avait fondé leur conviction. Voilà. Mais finalement... ça n'a débouché sur rien parce que les analyses n'étaient pas si probantes que ça et que voilà, c'était plutôt un scénario plutôt qu'une succession de preuves qui font une conviction. Mais Gonzalo Amaral, alors on était peu de temps après les faits, il était vraiment convaincu de ça. Et encore maintenant, je crois qu'il est pas encore assez convaincu que son hypothèse était la bonne. Et cette histoire est tellement folle, Marion Lourd, que les parents de la petite Mady avaient même embauché, pour la petite histoire, un journaliste, un ancien journaliste de la BBC pour faire leur porte-parole. Oui, Clarence Mitchell. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que Clarence Mitchell, qui est effectivement un ancien journaliste de la BBC, il était aussi, à ce moment-là, responsable de communication au sein même du gouvernement. Et en fait, ça montre bien l'intervention du gouvernement britannique pour soutenir les parents de la petite Mady, justement, face aux accusations portugaises. C'est que ils ont envoyé, le Foreign Office, le ministre des Affaires étrangères, a envoyé Clarence Mitchell pour porter assistance aux parents de Mady, quelqu'un qui était au sein même du gouvernement et qui les a ensuite assistés pendant plusieurs années.
Un grand merci, Marion Lourd, d'avoir été avec nous dans Affaires suivantes. Timothée Boutry, merci beaucoup. Comme le disait Dominique, votre présence est rare. Merci d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. C'était passionnant de vous avoir. Merci Dominique, on se donne rendez-vous évidemment. Philippe. Non pas dimanche prochain, parce qu'il y a des élections la semaine prochaine. Un second tour des élections municipales. Alors on se donne rendez-vous dans 15 jours. Passez un bon dimanche sur BFM TV.